Qui est susceptible de préoccuper les femmes concernant les fausses couches. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, docteur, j'ai toujours une mémoire atroce concernant les noms, le docteur Abdellatif El Khouli, professeur adjoint de gynécologie à l'université de Ain Shams. Docteur El Khouli, bienvenue avec nous. Merci beaucoup, ça fait tout de vous rejoindre. Merci. Eh bien, la fausse couche est comme un fantôme qui hante les femmes enceintes, et aussitôt qu'une femme est enceinte, elle est toujours hantée par cette idée que de perdre son fœtus. Donc, qu'est-ce qui est susceptible de provoquer les fausses couches en général, les raisons? En général, on a plusieurs raisons de fausses couches. Certaines fausses couches sont des fausses couches spontanées qui arrivent au hasard. C'est un taux à peu près de 15 à 20%. Et quelques autres genres, on appelle les fausses couches répétées, où on peut trouver une raison des fausses couches. Alors d'habitude, les fausses couches répétées, c'est un terme qu'on donne aux femmes qui ont un avortement pour 3 fois spontané, d'une façon spontanée. Il y a plusieurs raisons des fausses couches répétées. Il y a les raisons génétiques et chromosomiques, et ce sont des raisons qui résultent en des fausses couches plus ou moins précoces durant les 12 premières semaines le premier trimestre de la grossesse. Il y a des raisons hormoniques, il y a des raisons d'immunité, des troubles d'immunité, il y a des raisons mécaniques, il s'agit des troubles à l'intérieur de l'utérus, et il y a des raisons infectieuses qui constituent moins de 1% des raisons totales des fausses couches répétées. Si on parle des raisons qu'on a, c'est-à-dire, on parle fréquemment par exemple de la fille ou la femme qui a été élevée avec un chat par exemple ou un chien, ça cause quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Cette raison est plus ou moins illusoire. C'était très concernant au passé, mais maintenant le microbe du toxoplasme qui est incriminé à être transmis par les chiens ne fait pas de fausses couches, sauf si on attrape cette maladie durant la grossesse elle-même. Et en plus, ça ne fera pas d'avortement répété. Alors si ça peut arriver, ça arrive pour une fois seulement si on attrape la maladie durant la grossesse elle-même. Mais pas des fausses couches répétées. Alors il n'y a rien à craindre là, à répéter l'événement. Et quel est le rôle que joue l'alimentation dans ce cas-là? Le cas de l'avortement. Les alimentations, au point de vue le tabac par exemple, les cafés, la consommation excessive de l'alcool aident les fausses couches à arriver et peut-être répéter si on continue le même type alimentaire. Et au niveau psychologique, est-ce que ceci affecte, est-ce que ceci a une crise quelconque au niveau psychologique pourrait causer une fausse couche? Les raisons psychologiques, c'est un peu difficile d'être répété plusieurs fois pour avoir des fausses couches répétées. Et il y a aussi des médicaments antipsychotiques ou antidépressants qu'on peut utiliser d'une façon saine et sauve durant la grossesse pour éviter ces problèmes. Mais si on parle des raisons qui sont plus ou moins répandues ou qui concernent les femmes en plus, ce sont les raisons mécaniques, d'immunité et chromosomiques. Ce sont les raisons les plus répandues. Et en plus, il y a à peu près 40 ou 50% des causes des fausses couches répétées qui n'est pas connues jusqu'à maintenant. Même si on en fait toutes les recherches possibles, il reste 40 à 50% qu'on ne peut pas déceler. Est-ce qu'on peut dire que c'est génétique ou héréditaire? Il y a une partie qui est génétique. De point de vue génétique et chromosomique, il y a des troubles des chromosomes qui sont la matière nucléaire dans les cellules. Et il y a des troubles génétiques. Génétique, on veut dire une partie du chromosome, une petite partie du chromosome. Alors là, on fait ce qu'on appelle un karyotype. Le karyotype, c'est le fait de compter les chromosomes des deux conjoints pour voir si le nombre est normal ou pas, et pour révéler ce qu'on appelle un remaniement chromosomique équilibré chez un des parents. Ça veut dire, je peux avoir 46 chromosomes, mais il y a un chromosome où il y a une translocation. Ça veut dire une partie du chromosome est transportée à un autre. Ou bien une inversion, où il y a une partie du chromosome qui est mise à l'envers. Alors là, moi je suis phénotypiquement normal, mais quand il y a la division méiose et on produit les gamètes, soit le sperme ou soit l'ovule, alors là il y a le remaniement devient déséquilibré. Alors l'ovule, quand c'est fécondé, ça donne un embryon qui n'est pas chromosomiquement normal et ça va finir avec une fausse couche.
Pour rechercher cela, on fait ce qu'on appelle le karyotype. Concernant les défauts génitaux, ça on doit, génétiques, je m'excuse, on doit faire là alors ce qu'on appelle une hybridation in situ fluorescente pour révéler des défauts des gènes elles-mêmes sur le chromosome. Est-ce que pour n'importe quelle raison, l'homme affecte cette grossesse, c'est-à-dire est-ce que ça peut être la cause de l'homme? Pour les fausses couches, Oui. il y a eu plusieurs recherches, pas énormément à ce sujet, mais on a trouvé de point de vue évidence, le rôle de l'homme, c'est ou bien de produire une stérilité, ou bien de continuer la grossesse d'une façon normale. Mais alors les abnormalités des spermes elles-mêmes, on n'a pas trouvé que c'était responsable des fausses couches. C'est plutôt une stérilité. Si le sperme, le bilan séminaire est très abnormal, ça résulte en une stérilité. Mais il y a ce qu'on appelle le RH- ou le RH positif. Ceci affecte, il faut absolument que la femme soit positive, même si l'homme est négatif, n'est-ce pas? Le rhésus, c'est une partie du groupe sanguin. Alors là, les gens sont divisés entre positif et négatif. Si la femme est positive, alors il n'y a aucun problème. Si le rhésus de la femme est négatif, on doit voir chez le mari. S'il est négatif de même, il n'y a pas de problème. S'il est positif, alors on doit recevoir, elle mérite une injection de ce qu'on appelle l'anti-D ou anti-RH durant les 24 heures qui suivent l'accouchement pour prévenir la formation d'anticorps qui pourraient faire dommage au bébé qui suit. Mais le premier, il n'encourt aucun risque. Si elle n'a pas eu une transfusion de sang incompatible auparavant, non, il n'y a pas de problème pour le premier. Le problème serait avec la répétition dite de la formation des anticorps. Et si on parle des anticorps, alors là, pour l'accouchement, les fausses couches répétées, les recherches plus ou moins qui se passent ces jours-ci, c'est de point de vue le rôle de l'immunité dans les fausses couches. Alors là, on avait décrit pour la première fois en 1983, un professeur de rhumatologie, Graham Hughes, a décrit ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides. Le syndrome des antiphospholipides, c'est un syndrome où il y a des anticorps qui attaquent les cellules du corps lui-même. Ce sont des anticorps nocifs. D'habitude, les anticorps, ça attaque les virus, les bactéries, les cellules de tumeurs. Mais là, les anticorps commencent à attaquer les phospholipides qui forment l'enveloppe de nos cellules. Et là, alors, ça peut résulter à une coagulation des sangs, formation de caillots sanguins dans les artères et les veines, ce qui peut faire des infarctus placentaires, arrêter le sang qui passe au bébé. Et là, on verra une fausse couche ou bien un accouchement prématuré, ou parfois dans le spectrum, il peut y avoir la prééclampsie qui est l'hypertension plus production de protéines dans l'urine. Alors là, c'est la partie qui est plus ou moins concernant ces jours-ci de point de vue fausse couche répétée, parce que ça peut résulter en 10 fois, 15 fois, on a trouvé des gens, des femmes à avoir des avortements pour 10 ou 15 fois. Et puis en faisant les recherches, on a trouvé que c'était à cause de ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides. Là, une fois la femme tombe enceinte, quels sont les signes d'une fausse couche? Comment on peut savoir? Premièrement, la fausse couche peut ne pas se révéler. Ça veut dire qu'il peut y avoir aucun symptôme. S'il y a des symptômes, alors c'est premièrement des crampes qui sont plus ou moins douloureuses au bas-ventre ou bien au bas du dos. Ou bien il y a des pertes sanguines qui peuvent être pertes marron, pertes rouge vif, pertes rosées. Et avec les pertes, il peut y avoir des cessations des symptômes de la grossesse. Ça veut dire elle était en train de vomir par exemple, et puis soudainement, tout d'un coup, elle a arrêté de vomir. Alors on peut la soupçonner, ou bien qu'elle a dépassé la limite du vomissement, à peu près 10-12 semaines, ou bien là, il y a quelque chose qui ne marche pas, les hormones de la grossesse se sont arrêtées à cause de la mort du bébé, par exemple. Pour cela, alors, elle doit consulter un médecin, et là, on fera deux choses. On fera un examen clinique pour voir si le col de l'utérus est déjà ouvert ou fermé, et on fera une ultrason pour voir, premièrement, que le fœtus se situe dans l'intérieur de l'utérus. Ça veut dire que ce n'est pas dans les trompes, ce n'est pas une grossesse ectopique. Et deuxièmement, pour vérifier la présence de battements du cœur du bébé, parce que parfois il y a des fausses couches où la femme ne perd pas le bébé, mais plus ou moins le bébé meurt à l'intérieur.
et c'est nous qui faisons l'aspiration ou le curettage pour avoir le bébé. Entre fausse couche et avortement, quel est l'impact sur le corps? Dans les deux cas, la femme a perdu l'enfant à un stade très prématuré. Quel est l'impact sur le corps? Parce que nous voyons même dans les films, quand une femme ne désire pas l'enfant, il y a le gynécologue qui lui dit c'est la deuxième fois, après ça vous risquez de ne plus jamais avoir d'enfant. Alors qu'une femme qui perd sous l'effet des fausses couches son bébé, elle peut avoir d'autres enfants. Donc dans quelle mesure ceci se répercute sur le corps de la femme? Premièrement, si elle ne perd pas beaucoup de sang, alors là il n'y a pas de problème de point de vue la santé de la femme elle-même. C'est pour cela que l'opération doit s'effectuer dans un endroit plus ou moins stérile et dans un hôpital où il y a toutes les facilités possibles. Et deuxièmement, de point de vue l'opération elle-même, si elle mérite un curettage ou une aspiration, ça doit être fait avec un médecin plus ou moins professionnel pour éviter les problèmes qui peuvent arriver, comme l'infection par exemple, ou bien ce que l'on appelle les synéchies dans l'utérus. Les synéchies, ce sont des adhésions fibreuses qui arrivent entre les deux parois de l'utérus et ça rend après de la stérilité ou bien des fausses couches. Alors, de point de vue opération, ça doit être mené d'une façon plus ou moins professionnelle. Mais le fait que si elle a des fausses couches, elle ne peut pas être enceinte, encore une fois, avec des soins médicaux proprement maintenus, il n'y a pas ce problème. Mais deux avortements d'affilée peuvent faire en sorte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant par la suite. Il y a une différence au niveau de la technicalité pour le corps? Non, non, c'est le même. Non. Après une fausse couche, qu'est-ce que la femme doit faire pour éviter ou pour maintenir sa santé quand même? Premièrement, un soutien psychologique est essentiel. D'habitude, on oublie l'aspect psychologique des patients, on traite d'une façon médicale, mais là, un soutien psychologique est essentiel pour lui rendre confiance avant d'envisager une nouvelle grossesse. Deuxièmement, on doit corriger n'importe où au point de vue médical. Ça veut dire, si la femme a le diabète, elle doit être en contrôle du niveau du glucose au sang pour éviter des fausses couches ou bien des abnormalités du bébé lui-même. Si elle a des troubles de la glande des thyroïdes, elle doit être contrôlée avec le taux des hormones de TSH, T3 et T4 pour éviter toujours une fausse couche avec l'hypothyroïdie. Si elle a n'importe quel problème rénal, problème de tension, problème rhumatologique comme le lupus par exemple qui cause des fausses couches répétées, on doit corriger ces problèmes, l'anémie, l'hypertension artérielle, corriger tous les problèmes. Troisièmement, on doit voir s'il y a des raisons pour les fausses couches pour éviter la récurrence des fausses couches. Parce que d'habitude, la première fois, ce qu'on dit, c'est que le taux de fausses couches, c'est entre 15 et 20%. C'est quelque chose de normal qui peut passer à n'importe qui. Mais avec la répétition, alors là, le risque augmente. Ça veut dire la première fausse couche arrive à peu près à 15 à 20%, la deuxième, c'est 20 à 23%, et avec chaque fausse couche, le risque accroît. C'est pour cela qu'avant de commencer une nouvelle grossesse, on doit bien sûr éviter les raisons pour prendre les traitements convenables. D'habitude, les recherches, on les fait après 3 fausses couches. Mais avec les femmes qui sont plus ou moins hypofécondes, ça veut dire qu'elles ont des ovaires polykystiques, l'âge est plus de 38 ans, alors là, on pourrait commencer les recherches un peu plus tôt pour éviter une autre fausse couche. Et qu'est-ce que le syndrome antiphospholipide? Le syndrome antiphospholipide que je viens de dire, c'est un syndrome d'auto-immunité. L'auto-immunité, ce sont des anticorps qui attaquent le corps lui-même. Les phospholipides forment les enveloppes des cellules. Alors quand il y a des anticorps qui attaquent les enveloppes des cellules, ça va causer des problèmes entre quoi on peut démontrer des répétitions. Là, le syndrome est caractérisé par 2 événements. Le premier événement, c'est un événement clinique. L'événement clinique, soit que la femme a une thrombose, ça veut dire des caillots sanguins dans les veines, les artères, ou bien elle a des problèmes obstétriques comme la fausse couche répétée, ou bien un accouchement prématuré à cause de la prééclampsie, l'hypertension artérielle, ou bien à cause de l'arrêt ou la diminution du taux de croissance du bébé à cause de problèmes de la placenta. Et deuxièmement, ça doit être associé à un examen laboratoire pour révéler ces anticorps elles-mêmes. Et il s'agit de 3 anticorps qu'on fait. L'anticorps du lupine, qui s'appelle le IgG et IgM.
l'anticorps qu'on appelle le circulant, anticoagulant lupique. Le troisième, c'est le anti-bêta-2 GP1. Ce sont des anticorps qui attaquent les phospholipides. S'il y a les anticorps, il y a un événement clinique, alors on diagnose la femme comme ayant le syndrome antiphospholipide. Ce syndrome est caractérisé par des caillots sanguins. Alors le traitement, il s'agit là de ne pas guérir la maladie, parce qu'on ne pourrait pas guérir la maladie, mais d'arrêter les complications qui peuvent parvenir. Ces complications, comme on a dit, sont les caillots sanguins. Alors on donne des médicaments pour éviter la formation des caillots sanguins qui peuvent arrêter le sang qui irrigue le bébé. Alors là, il s'agit des antiagrégants, des plaquettes sanguines, c'est l'aspirine. Et puis on donne des médicaments pour fluidifier le sang, c'est la héparine ou bien les nouveaux héparines à bas poids moléculaire durant toute la grossesse. Avec l'héparine et l'aspirine, alors là, le taux de succès de la grossesse s'approche du 85-90%. D'habitude, il y a le syndrome des antiphospholipides primaires, où il n'a pas d'autres maladies. C'est simplement des problèmes de grossesse ou bien de thrombose. Mais parfois, ce problème est secondaire à d'autres maladies, spécialement le lupus disséminé, le lupus érythémateux disséminé ou plusieurs maladies rhumatologiques. Dans ce cas, on devrait ajouter la corticoïde ou le cortisone pour diminuer un peu la production des anticorps. Et finalement, si ça ne réussit pas, on donne les immunoglobulines intraveineuses. C'est très compliqué quand même. Un petit peu, mais c'est l'avenir. Oui, tout à fait. Est-ce que l'âge de la femme, quand elle tombe enceinte, affecte ou bien cause la fausse couche? On sait que jusqu'à 35 ans, il n'y a pas de risque, ce qu'on dit dans la rue. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? L'âge est très important pour la fécondité et toujours important pour avoir un bébé sain et sauf. Ouais. Avec l'âge, plus de 35 ou disons 38 ans, il y aura deux problèmes de point de vue fausse couche. Premièrement, la qualité des ovules n'est pas la même. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes peut-être dans la division des cellules pour produire les gamètes, les ovules. Et là, l'ovule n'est pas complètement normal. Alors ça peut tomber en fausse couche de raisons chromosomiques, comme on dit auparavant. Le deuxième problème, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle les trisomies. Les trisomies, c'est comme par exemple le syndrome de Down, le trisomie 21, qui sont à cause de la multiplication du chromosome numéro 21 en 3 copies au lieu de 2 copies. Alors avec l'avancement de l'âge, la probabilité peut un peu augmenter. C'est pour cela qu'on n'encourage pas de rendre la première grossesse après l'âge de 35 ou de 38 ans, quand les ovules sont un peu âgés. Et c'est pour cela que durant la grossesse elle-même, si la femme est plus ou moins plus de 38 ans, on fait quelques examens ou recherches, investigations durant la grossesse pour clarifier s'il y a des problèmes chromosomiques au bébé pour terminer la grossesse avant de continuer. Alors là, c'est un autre problème. Ce n'est pas une fausse couche, mais c'est nous qui devons intervenir si le bébé n'est pas normal. Ça peut affecter alors le fœtus ou bien le bébé. Le fœtus lui-même. Vous avez mentionné la première grossesse après l'âge de 38 ans, mais si c'est une troisième grossesse par exemple? D'habitude, si c'est la première grossesse, la qualité des ovules n'est pas la même, parce que l'ovaire a travaillé pendant 38 ans. Mais si l'ovaire a eu des périodes de repos durant la grossesse et l'allaitement, alors là, la qualité n'est pas la même. Ça reprend sa santé alors. Et de point de ça prend un repos. Ce sont pas les ovules, c'est pas la consommation qui est. Ça veut dire chaque mois, la femme perd des ovules. Ouais. Quand il y a l'allaitement ou bien la grossesse, il n'y a pas d'ovules qui se perdent. Ouais. Alors il y a là une réserve plus ou moins efficace pour être enceinte et avoir des ovules de bonne qualité. Mais si l'ovaire travaille pendant tout ce temps, alors la qualité des ovules qui restent est un peu inférieure. Est-ce que vous avez des conseils en général pour la femme pour éviter une situation pareille? Premièrement, ne consulter qu'un médecin, un spécialiste. Mais ne pas essayer de consulter la belle-mère. Les amis, la belle-mère, l'Internet, par exemple, parce qu'il y a là beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes. Tout à fait. Et là, la femme n'est pas plus ou moins convaincue de ce qu'on lui dit. Elle a des fausses idées dans la mémoire, elle ne peut pas les oublier.
Alors, premièrement, consulter un médecin. Ouais. Deuxièmement, s'il a une fausse couche pour la première fois, ce n'est jamais nocif. C'est quelque chose qui apparaît à 15 ou 20%. Et parfois, il n'y a pas de raison. C'est simplement la division des ovules n'est pas passée d'une façon normale. Et d'habitude, les femmes, quand je leur dis il n'y a pas de raison, elles ne sont pas convaincues. On doit trouver une raison. Ouais. Mais d'habitude, là, il n'y a pas de raison. L'absence de raison n'est pas quelque chose d'abnormal. Ça peut y avoir que tout va bien et elle doit répéter la grossesse pour continuer une grossesse normale. Docteur Khouli, nous avons à peine quelques secondes, justement, mais je ne peux pas ne pas poser cette question. Où en sommes-nous quand, à l'aide que la science offre aux couples qui ne réussissent pas à avoir des enfants? Dans quelle mesure la science a réussi à les aider jusqu'à maintenant? D'un point de vue de l'injection intracytoplasmique des spermes, c'est le state of the art, la chose la plus moderne. Mais dedans l'ICSI, il y a des avancements de point de vue comment choisir les spermes, de point de vue retarder la position de l'embryon dans l'utérus jusqu'à le 5e jour, comment choisir et faire des recherches génétiques pour les embryons avant de les placer dans l'utérus afin d'augmenter le succès en choisissant des embryons qui sont de bonne qualité. Eh bien, merci. Nous sommes parvenus au terme de notre rencontre. On avait vraiment beaucoup d'autres questions à vous poser, mais le temps nous faut défaut. Donc, docteur Abdellatif El Khouli, vous êtes professeur à l'université de Ain Shams, professeur adjoint de gynécologie à l'université de Ain Shams. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Eh bien, merci docteur. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Sans café? Sans café, ça se passe. Alors on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une autre équipe pour Bonjour l'Égypte. Très très bonne journée. Au revoir.